tous, j'espère que ça fonctionne. Voilà, donc je vais vous parler, moi, du point de vue infectiologique, plutôt internistique du pied diabétique. Et ensuite, mon collègue Jean Damien va vous parler des concepts plus chirurgicaux, plus techniques et probablement plus en lien à la réadaptation. Alors, deux mots sur l'épidémiologie. Comme vous savez, en Suisse, on a une épidémie comme ailleurs dans le monde de personnes qui souffrent de diabète en lien à l'obésité, à la malbouffe et à tous ces phénomènes que vous connaissez bien. Alors, il y a plus d'un demi-million de diabétiques en Suisse. Et puis, un certain nombre d'entre eux va développer une complication au niveau des pieds, un pied diabétique. Donc, par définition, le pied diabétique, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais le pied diabétique, c'est une plaie qui est infectée ou pas, ce n'est pas toujours le cas, et qui survient chez une personne diabétique en lien à cette neuropathie qu'on va voir. L'extrême, c'est le pied de Charcot avec ses déformations grotesques et puis donc des ulcères qui vont survenir et qui sont difficiles à traiter, qui vont être souvent la cause d'une amputation. Alors voilà, l'ulcère du pied, ça survient à une fréquence variable, mais c'est à peu près 2% par année par personne, c'est de la statistique avec ces limitations. Donc à peu près 25% des gens sur la vie vont avoir un pied diabétique et donc un ulcère qui va s'infecter la plupart du temps. Le risque d'amputation, bien sûr, est majeur par rapport à la population générale, c'est 30 fois supérieur. Et puis le diabète, c'est vraiment la première cause d'amputation des membres inférieurs. Et la mortalité, quand on a une amputation majeure, elle est de 50% à 5 ans. Donc en gros, c'est des gens qui ont une mortalité plus importante que la plupart des cancers actuellement. Donc c'est pas seulement un handicap fonctionnel, c'est aussi un facteur de mortalité. Puis bien sûr que dans la prise en charge globale de ces patients, il faudra garder ça à l'esprit. Alors voilà, quand on parle de pied diabétique, on parle d'ulcère, et puis s'il n'y a pas d'ulcère, il n'y a pas d'infection. Donc il faudra prévenir la genèse de ces ulcères, et puis on ne peut pas le faire si on n'examine pas les pieds des gens. Alors voilà, on va le faire de manière, ça c'est des recommandations tirées des recommandations des médecins, pour les médecins généralistes vaudois, donc c'est des choses locales, en fait, plus ou moins locales. Et puis en fait, le risque d'ulcère va dépendre de la neuropathie, donc en fait, on considère un risque faible si vous n'avez pas de neuropathie, pas encore de neuropathie, un risque augmenté s'il y a une neuropathie diabétique. Finalement, au diagnostic, 10% des patients diabétiques ont déjà une neuropathie, puis ça augmente au fil du temps, ça va jusqu'à 50%. Tous les diabétiques ne deviennent pas neuropathiques, mais la plupart d'entre eux le font quand même. Et puis bien sûr, on a un risque élevé si vous avez une artériopathie, un risque de ne pas cicatriser, ou si vous avez un pied de Charcot, un antécédent d'ulcère, ça devient un risque très élevé. Donc en fonction de ces risques, on vous dit il faut examiner plusieurs fois par année le patient, il faut l'adresser à un podologue, il faut lui donner des chaussures adaptées. Voilà, donc ça c'est des considérations vraiment préventives. Et puis, bien sûr, on doit un peu faire du coaching, de l'information au patient, donc lui dire d'examiner ses pieds quotidiennement, lui dire d'avoir un chaussage adapté. Alors, vous voyez ici des chaussures diabétiques, c'est pas tout à fait aussi glamour que les chaussures italiennes, mais disons c'est quand même plus sécuritaire au niveau des orteils. Et puis, bien sûr, on lui demande aussi de s'hydrater la peau. Et puis, du point de vue du médecin généraliste, bien sûr, le rôle, ça va être équilibrer le diabète, ça va être prévenir la neuropathie, ça veut dire prendre en charge les comorbidités qui sont fréquentes au niveau métabolique. Donc, c'est tout le travail des médecins de premier recours dont vous êtes peut-être pour certains d'entre vous. Voilà, donc l'ulcère du pied, la physiopathologie très simplifiée, c'est qu'en général une neuropathie fait que vous sentez moins la douleur, vous sentez moins les lésions, la vascularisation déficiente fait que vous cicatrisez moins bien, et puis vos neutrophiles qui baignent dans le sucre finalement sont moins efficaces, donc ces ulcères sont volontiers colonisés par des bactéries. Encore une fois, les ulcères peuvent être non infectés, et ils peuvent évoluer vers une infection bactérienne évidente là, mais en fait le diagnostic est vraiment clinique, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'office un scanner, une IRM, vous n'avez pas d'office un prélèvement microbiologique qui va vous dire c'est infecté ou non. La CRP aide un peu pour ceux qui font du laboratoire, mais c'est vraiment un diagnostic clinique quand un ulcère qui est d'abord colonisé par des bactéries, puis ensuite infecté, si on laisse courir les choses, si on ne le prend pas en charge. Alors voilà, seuls les ulcères qui sont infectés nécessitent des antibiotiques. Les ulcères colonisés, vous n'avez pas de bénéfice, ça ne guérit pas plus vite. Les antibiotiques n'ont pas la faculté de fermer les ulcères, ils traitent les infections, mais ils ne sont pas utiles pour un ulcère qui serait seulement colonisé. Et encore une fois, seule la clinique vous dit si l'ulcère est colonisé ou s'il est infecté. Alors, quand on a un ulcère, et d'autant plus quand il est infecté, bien sûr, vous avez un risque d'ostéite par contiguïté. L'ulcère peut s'infecter et toucher l'os par proximité, en fait. Et puis, il y a certaines situations où il faudra vraiment rechercher activement cette infection osseuse. C'est vraiment l'ulcère qui ne guérit pas, malgré la décharge, malgré la prise en charge. C'est l'ulcère sur une proéminence osseuse, parce que là, il y a bien sûr une pression supérieure. Et puis, c'est le fameux ulcère sur les orteils dit en saucisse, comme ça, où on a un risque important d'ulcération de l'extrémité distale.
Et puis cliniquement, si vous êtes un médecin installé au cabinet, vous pouvez faire le diagnostic d'une ostéite avec une bonne probabilité si vous avez un contact osseux, c'est ce qu'on appelle le prop to bone, donc le contact osseux, si vous avez un ulcère profond, creusant avec une aiguille boutonnée stérile idéalement, vous pouvez toucher l'os et si vous touchez l'os, vous avez une probabilité d'ostéite de quasiment 90%. Donc cliniquement, on peut déjà pas mal avancer avant de faire des images, avant de faire de la radiologie et puis avant de faire des examens coûteux. Alors bien sûr, il y a des scores qu'on vous propose dans la littérature, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais ça décrit quand même des choses intuitivement on détermine médicalement, c'est-à-dire quand vous avez eu un pied diabétique à votre cabinet, vous déterminez d'abord s'il est infecté ou pas. Un stade 1, c'est un ulcère non infecté, donc bon. Stade 2, c'est une infection modeste avec un érythème qui ne déborde pas en principe de plus de 2 cm, avec une douleur, avec des critères cliniques d'infection, mais une infection qui reste encore relativement localisée, avec dans le diagnostic différentiel des choses qu'on peut aussi avoir, un pied de Charcot inflammatoire, des traumatismes de la goutte, donc des choses que cliniquement, que vous pouvez avoir et documenter cliniquement, mais qui peuvent se présenter comme une infection. Et puis bien sûr, quand on arrive au stade 3 ou 4, c'est des choses plus sérieuses. Au stade 3, on parle d'infection qui va toucher les tissus mous, qui va atteindre l'os, qui va atteindre les tendons. Et puis au stade 4, vous avez des signes cliniques systémiques, c'est-à-dire le patient sera fébrile, septique, hypotendu, donc c'est vraiment des infections qui deviennent graves et qui à ce moment-là, bien sûr, concernent plutôt l'hôpital que l'ambulatoire. Voilà, donc la démarche diagnostique, quand vous avez un pied diabétique au cabinet ou à votre consultation, c'est d'abord de voir si la plaie est infectée, si c'est colonisé ou infecté. Encore une fois, ça va déterminer la suite de la prise en charge. Si l'ulcère n'est pas infecté, c'est juste pour l'instant une prise en charge topique, donc une décharge, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien avec le patient, mais qu'on lui propose une décharge des soins locaux, et puis bien sûr on va le suivre jusqu'à ce que l'ulcère guérisse ou qu'il s'infecte finalement. Et puis bien sûr si l'ulcère est infecté, il y a toute une prise en charge de type triage, est-ce que c'est gravement infecté, est-ce que ça nécessite l'hôpital, est-ce que c'est affecté de manière profonde. Il faut bien sûr prendre en compte le diabète, est-ce que le diabète est déséquilibré, il y a aussi un signe indirect qui est le déséquilibre du diabète. Et puis bien sûr si vous décidez si vous devez l'hospitaliser ou pas, c'est la décision suivante finalement. Les prélèvements microbiologiques sont dans la règle nécessaire, la CRP peut aider un tout petit peu, puis on va voir comment faire des prélèvements microbiologiques. Et puis l'imagerie, on va faire assez volontiers, quasiment systématiquement une radio du pied pour commencer. Les autres examens CT ou RM viennent dans un deuxième temps. Et puis de principe, on s'intéresse un peu à savoir si le patient reçoit du sang en périphérie, s'il a un contrôle diabétique bien sûr qui est adéquat. Alors là, 2 mots sur la microbiologie. Comme infectiologue, on s'intéresse pas mal aux microbes. Hein. Donc finalement, s'il n'y a pas d'infection clinique, il ne faut pas faire de prélèvement. Ça, c'est quelque chose d'important à rappeler. Si vous frottez quelque chose qui n'est pas infecté, vous n'allez rien en faire et puis vous n'allez pas traiter par des antibiotiques. Donc c'est des examens inutiles qui génèrent souvent des traitements inappropriés. Par contre, si vous faites des prélèvements, si le patient est infecté, soit c'est une infection superficielle, auquel cas on peut traiter bien sûr sans prélèvement, mais si vous avez un ulcère dans la règle, on demandera des prélèvements microbiologiques. Il faut en faire systématiquement quand vous avez une ostéite. C'est un traitement qui devient long, puis à ce moment-là, vous devez cibler ce que vous voulez traiter. Et puis les prélèvements, on va les faire en fait pas en superficie, c'est pas un simple frottis local, c'est plutôt contre-indiqué de faire un frottis local, mais on va débrider, désinfecter, enlever la superficie et faire des prélèvements qui seront à la base de l'ulcère et qui ont une meilleure chance de vous donner un germe qui n'est pas simplement un colonisant, mais un germe explicatif, un germe causal de l'infection. Donc le principe, c'est qu'il faut faire des prélèvements, pas des prélèvements superficiels, ça ne sert à rien de faire des PCR, ça coûte cher et ça ne sert à rien. Mais faites des prélèvements qui soient profonds et idéalement plusieurs prélèvements du tissu vraiment superficiel, enfin en profondeur de l'ulcère, voire des prélèvements osseux si vous pouvez en avoir. Alors voilà, les germes principaux, en général c'est polymicrobien, c'est des ulcères où il y a plusieurs bactéries, c'est rare qu'on n'en trouve qu'une seule. Et puis le grand classique c'est le staphylocoque doré bien sûr, qui peut être résistant ou pas aux antibiotiques, chez nous c'est plutôt rare, dans d'autres pays du monde c'est différent. Et puis vous avez classiquement des streptocoques de la peau, les streptocoques agalaxiés, dysgalaxiés, donc du groupe B, ou le streptocoque pyogène qui fait aussi les angines, mais qui est le groupe A. Donc ça c'est les classiques, en tout cas en communauté, quand vous avez un pied diabétique, en guillemets, pas encore multitraité, à ce moment-là c'est ce que vous trouvez dans la règle. Donc en fait si vous n'avez pas de prélèvement à disposition, si vous avez un patient qui n'a pas d'ulcère, qui permet un prélèvement, à ce moment-là c'est ça que vous allez cibler. Et puis le Pseudomonas aeruginosa qu'on craint toujours, c'est un germe qui est rare chez nous, en tout cas en première intention. On le trouve fréquemment dans les pays tropicaux, probablement parce qu'en Asie du Sud-Est, en Inde, vous avez des conditions d'humidité, des conditions extérieures différentes. Chez nous, c'est rare. Et puis on verra que si vous avez des patients qui sont
infectés depuis longtemps, qui sont déjà pré-traités, qui ont une infection grave avec un sepsis ou une gangrène à l'extrême. Alors là, vous avez l'implication d'autres germes, des grammes négatifs ou des anaérobes, donc une flore différente. Et puis de ces considérations un peu théoriques, vous avez les traitements empiriques qui sont proposés. Si vous avez une infection primaire, la coamoxicilline va vous traiter la totale de ces germes gram positif, Staph aureus ou streptocoque. Et puis si vous avez une allergie à la pénicilline, ce qui n'est pas si rare, la clindamycine pourra faire le travail plus ou moins la même chose. Si vous avez des infections graves, et là c'est plutôt à l'hôpital, on va utiliser le piperacillin ou l'imipenem pour traiter justement les anaérobes et puis les grammes négatifs qui seraient impliqués potentiellement. Voilà, alors le choix des antibiotiques de bon là-dessus, c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus, mais les bêta-lactams, quand on a des patients gravement malades à l'hôpital, on peut les donner par voie intraveineuse. C'est des molécules qui ont dans la règle une mauvaise pénétration dans l'os, donc ça veut dire que quand on les donne IV, on a assez de concentration qui arrive là où il faut, c'est-à-dire dans l'os. Par contre, quand on les donne per os, ça suffit en général pas. En général, je dis parce que de temps en temps, il y a des gens qui réussissent à traiter des ostéites avec de la coamoxicilline orale, mais c'est plutôt pas indiqué parce qu'en général, on n'obtient pas des taux suffisants localement. Et puis on va utiliser en fait des molécules que vous voyez là qui sont soit des quinolones, clindamycine, rifampicine, minocycline, linezolide. Donc il y a une liste finalement assez limitée d'antibiotiques qui ont une pénétration osseuse suffisante pour guérir une ostéite. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le germe et d'avoir son antibiogramme pour ne pas taper à côté et donner des antibiotiques qui seraient alors inutiles et toxiques. Alors voilà, la durée de l'antibiotique c'est souvent une chose sur laquelle on insiste finalement. Voilà, quand c'est une infection simple, quand c'est un patient ambulatoire qui a un ulcère qui ne touche pas la profondeur, en général 1 à 2 semaines suffisent. À l'extrême du spectre, quand vous avez une ostéite chronique, où là vous n'avez pas tout enlevé, il reste de l'os infecté, c'est 6 semaines. Et puis entre les deux, il y a toutes les variantes possibles. Vous voyez, quand on a une infection lente, il ne faut pas oublier que c'est parfois des patients qui sont mal perfusés, il n'y a pas beaucoup de sang qui arrive, donc il n'y a pas beaucoup d'antibiotiques qui arrivent au fond. Donc finalement, il faut souvent traiter plus longtemps, 2-3 semaines, même si ce n'est pas une infection osseuse. Et puis, on a souvent des situations comme ça, où on a enlevé l'orteil, il reste peut-être un peu d'os infecté, puis il y a clairement une infection qui prend un peu l'avant-pied, les tissus mous et la peau. Et là, en général, on fait 3 à 4 semaines d'antibiotiques. Donc en gros, on va entre 1 semaine et 6 voire 12 semaines d'antibiotiques selon la gravité, selon l'os infecté et nécrotique qui reste en place après la chirurgie dont va vous parler mon collègue. Voilà, attention aux effets indésirables. On a souvent des patients dans la nature qui se promènent avec des semaines d'antibiotiques et puis c'est pas dénué de risques non plus. Alors on estime que pour plus de 3 semaines d'antibiotiques, il y a environ 10 à 30% des gens qui vont avoir des effets indésirables sérieux, qui vont imposer le remplacement, l'arrêt de l'antibiotique. Alors bien sûr, des fois ils viennent tout rouges et puis il faut pouvoir arrêter parce que c'est une allergie sévère et potentiellement qui ne va pas s'améliorer toute seule. On peut avoir des colites à Clostridioides difficiles, c'est un germe qui fait des diarrhées sous antibiotiques et tous les antibiotiques peuvent faire ça, certains plus que d'autres, mais après on a des toxicités un peu sélectives. Les quinolones, bien sûr, ça peut faire rarement des tendinopathies, donc ça peut faire des tendons qui lâchent, donc c'est pas très sympathique. Ça peut faire des confusions, pas seulement chez les personnes très âgées, il y a des gens qui décabanent un peu sous quinolone. Le Bactrim, c'est très allergène, il faut aussi penser à faire des contrôles biologiques parce qu'on a quand même des insuffisances rénales, des fois des toxicités médulaires. La doxycycline en plein soleil, c'est pas très sympathique non plus, les gens deviennent tout rouges. Le métronidazole, ça fait un effet antabuse avec l'alcool, donc si vous avez un patient alcoolique, il sort de l'hôpital, il boit sa première bière, il ne va pas vous dire merci, il va vomir tripes et boyaux. La clindamycine, ça fait des diarrhées indépendamment du clostridium parfois. Donc finalement, quand un patient sort de l'hôpital, il faut qu'il y ait un médecin référent pour les antibiotiques, il faut qu'on puisse dire, vous faites telle prise de sang chez tel médecin à telle date. Donc en général, on fait toutes les semaines à 10 jours un laboratoire de contrôle quand on donne des antibiotiques pour éviter des catastrophes secondaires. Voilà 2 mots sur la radiologie, je pense que Jean-Damien en dira plus et mieux que moi, mais disons, on fait systématiquement une radio du pied, ça coûte pas cher, c'est reproductible, et puis finalement, on voit des signes d'ostéite après 2-3 semaines, donc c'est quelque chose qu'on voit ici, une ostéite de la dernière phalange avec une dégradation osseuse. La sensibilité est pour une radio unique assez modeste, c'est 60%, 60-70% pour voir une ostéite. La spécificité aussi n'est pas top, on peut avoir des érosions osseuses sur d'autres raisons, mais c'est quelque chose qu'on peut reproduire et puis répéter. Alors là, vous voyez ici un cas clinique d'un patient qui avait une ostéite qui n'a pas été opérée. Alors, message supplémentaire, ostéite, ça ne veut pas forcément dire amputation radicale. Donc là, c'était un patient qui a une ostéite du gros orteil avec une ostéolyse, qui a été traité 3 semaines IV, puis 9 semaines per os, et puis vous voyez 2 ans après que l'os, il y a une néogénèse osseuse, donc il y a une guérison avec un recul de 2 ans d'une ostéite traitée conservativement avec des antibiotiques IV, puis per os avec une bonne pénétration osseuse. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on ampute toutes les ostéites, encore une fois.
Et puis 2 mots sur le scanner et l'IRM, qui sont des images qu'on fait plutôt à l'hôpital en prévention d'une chirurgie. L'IRM est l'examen théoriquement de premier choix, puisque ça a la meilleure sensibilité, jusqu'à 100% de sensibilité pour voir s'il y a un os qui est infecté. Spécificité un tout petit peu moindre. Des fois, il y a une infection à proximité de l'os, puis on a l'impression que c'est infecté, alors que finalement pas tellement quand on biopsie. Le scanner, c'est un peu moins sensible, mais c'est l'examen qui vous montre le mieux l'os nécrotique, donc les séquestres osseux. Là, vous voyez un cas d'ostéonécrose du calcanéum. Voilà. Là, c'est des IRM où vous voyez bien sûr la même chose, l'ostéonécrose du calcanéum. Et puis là, on voit que sur la radio, on suspecte un problème osseux. Puis sur l'IRM, vous voyez tout ce qui se passe dans les tissus mous à côté, donc le gros abcès. Donc en prévention d'une chirurgie, c'est parfois utile d'avoir un bon état des lieux avant d'opérer. Donc voilà, la chirurgie, mon collègue encore une fois va en parler mieux que moi, mais c'est souvent utile en urgence pour traiter la source quand le patient est septique. Donc là, vous avez une nécrose avec une gangrène. Donc souvent, c'est la chirurgie assez agressive, un débridement, une amputation, on laisse ouvert. Et puis, en fait, ça permet de décharger un peu l'infection et de permettre au patient de guérir et de ne pas décéder d'un choc septique. Donc c'est de la chirurgie, on va dire, urgente. Et puis en aigu, ou plutôt au stade chronique, la chirurgie a pour but d'enlever uniquement ce qui est vraiment nécrotique et puis de permettre la guérison avec les antibiotiques par la suite. Éventuellement, comme Jean-Damien va en parler, de corriger des déformations mécaniques qui sont à l'origine des infections ultérieures. Puis bien sûr, il y a le chirurgien vasculaire qui est aussi impliqué, qui va essayer d'amener du sang dans ses pieds qui sont souvent un peu ischémiques. Voilà une longue histoire courte. Donc le pied diabétique, ça implique, comme vous allez voir, bien sûr la fonction, mais aussi le pronostic vital. Encore une fois, ces gens amputés, 50% sont décédés dans les 5 ans. Donc ça veut dire qu'on doit s'en occuper de manière un peu plus large que simplement au niveau des pieds. La prévention, c'est le meilleur traitement. Donc voilà, c'est le rôle de tous ceux qui sont impliqués, médecins de premier recours en première ligne, pour éviter ça. Et puis si vous avez une infection grave, un pied diabétique septique, il faut vraiment l'envoyer à l'hôpital, dans un centre idéalement où vous avez quelqu'un qui peut s'en occuper, un chirurgien expérimenté, un diabétologue, un interniste, et puis des infectiologues microbiologistes pour la microbiologie et planifier le traitement ultérieur. Voilà, je vous montre un peu de littérature pour ceux qui sont intéressés ou insomniaques. Donc ça, c'est les guidelines de la Société américaine du diabète et des maladies infectieuses qui sont accessibles online et qui ont été mises à jour en 2023, qui sont assez conséquentes. C'est une 40aine de pages. Et puis les guidelines suisses qui sont en français et qui sont un peu plus concises, que vous pouvez retrouver sur le site de la Société suisse d'infectio. Voilà, j'ai fini avec ce survol et puis je passe la parole à mon collègue. Je ne sais pas si vous avez des questions.